Je m'appelle Gérard Legrand. J'ai eu la maladie de Charcot, appelée aussi SLA, sclérose latérale amyotrophique. Une atteinte neurologique évolutive et incurable, comptant parmi les affections les plus invalidantes et les plus cruelles qui soient. Lors de l'apparition du premier symptôme, j'étais occupé à retaper une vieille grange de pierre, achetée quelques années auparavant avec une petite maison de métayer, sur un terrain de plus d'1 hectare, allongé en bordure de Garonne. Journaliste, écrivain, ancien navigateur, j'avais décidé de poser mon sac près de ce navire de pierre après des années de vagabondage en mer. Nous étions 7 enfants dans la famille, 4 garçons et 3 filles. Nous habitions à Talence, près de Bordeaux, dans une énorme propriété, un magnifique terrain d'aventure. J'étais très convivial, mais aux yeux des autres, j'étais plutôt solitaire. L'argent manquait un peu à la maison, mais nos parents étaient extraordinaires. Moi, je n'ai jamais vu des parents comme ça, jamais. Enfin, je n'en ai jamais connu. Quel que soit le rêve des enfants, plus il était fou, plus il leur disait « allez-y, foncez ». Et il les aidait. Et il les aidait à réaliser. Gérard a été le préféré de sa mère. Sa mère l'adorait vraiment. Et sa mère a été la première à entrer dans son projet, dans son rêve. Et je ne sais pas dans quelle mesure elle n'en a pas été à l'origine, d'une certaine manière. Parce que l'essentiel, c'est de s'épanouir, c'est de vivre sa vie. Gérard avait de toute façon beaucoup d'interrogations personnelles. Il s'était dit à un moment donné, pourquoi ne pas se diriger vers une direction religieuse, bon prêtre ou missionnaire. Donc c'était partir à l'aventure avec le baluchon sur le dos. Et c'est là où effectivement peut-être qu'on retrouvera par la suite chez Gérard ce grand désir d'aventure. Ma passion dès l'enfance, c'était la liberté, et je n'ai cessé de la chercher. Pour moi, la concrétisation de ce désir ne passait que par la construction de mon bateau. Alors l'idée c'est Gérard. Hein. Il était sur la Côte d'Azur, à Cogolin, je m'appelle. Et là, il a vu un chantier de bateau amateur. C'était un des premiers chantiers de bateaux en ferro-ciment. On est resté sur le chantier pendant 15 jours pour voir à peu près comment ça marchait. Puis on est rentré à Bordeaux et là, on a commencé à monter le chantier. L'ambiance était extraordinaire. Je crois que c'était une époque où on a vécu une super époque. Alors pour partir, comme on n'avait pas trop d'argent, donc on a mis en chantier un deuxième bateau en plastique, ce qu'on appelle le Petit Noah. Et on l'a vendu pour pouvoir partir en mer Rouge, pour avoir un peu d'argent. Enfin, on l'a vendu. Le mec à qui on l'a vendu nous a pratiquement jamais payé, mais bon, voilà. Et nous avons pris la mer après 5 années de chantier. C'était une vraie expérience de voyage, parce qu'on était devenus des marins dans notre tête. Ce fut un bond vers la vraie liberté. Et ça s'écoule tout seul, hein, faire la vie en bateau. Ça fait 2 solitaires, en définitive. On ne parle pas énormément, on vit. Puis la mer Rouge s'ouvrit devant nous. C'était une mer incroyable, une mer fossile. Rien n'avait changé depuis les temps bibliques. Nous marchions enfin sur les traces d'Henri de Montfray, dont les récits d'aventure avaient tapissé les murs de notre chambre d'enfant
avec une pensée particulière pour Rimbaud. Un jeune journaliste français navigua avec nous pendant 3 mois. Et pour me remercier, il écrivit un article qu'il signa de mon nom avec la mention à suivre. Il m'envoya le tout en me disant « Maintenant, à toi de continuer ». Donc après on est parti sur le Kenya. C'est là où Gérard a rencontré Ineka, sa future femme. Et c'est commencé comme ça. C'était que 2 semaines. Hein. Après, je suis retournée à Amsterdam et lui, il est reparti sur la mer. Et une nuit, le téléphone sonne et il me demande « T'as pas envie de vivre avec moi sur une île déserte ?» Et moi, j'ai rigolé. Je me dis « Mais il est complètement branque, ce mec, tu vois. » C'est rare quelqu'un t'invite de vivre sur une île déserte. Ça t'arriverait jamais plus. C'est super. Et j'ai dit oui. Et je suis partie. Finalement, on ne s'est jamais plus quittés. On est restés toujours ensemble, oui. Ensuite, on est parti aux Maldives. Et c'est là que tout s'est gâté, parce que là, un soir, on a coulé. On a coulé le jour où je fêtais mon anniversaire. On était à terre, il y a eu une très grosse tempête qui s'est levée. On est arrivé sur le bateau et le bateau nous a coulé sous les pieds. Voilà, on n'a rien pu faire. Donc après, moi, je suis reparti pour quelques années. Et par contre, Gérard et Ineka sont partis aux Indes. Et là, je l'ai quitté et je ne l'ai pas revu. Je l'ai revu que pas mal d'années après. Bon, mais la rupture, elle est simple. Elle est venue le jour... Parce que quand on était parti, on avait fait un pacte en disant qu'on ne prendrait pas de femme à bord. Voilà. Donc il a rompu le pacte quand il a rencontré Ineka. Moi je le savais d'ailleurs, je lui avais dit, de toute façon le voyage il est fini. Et je ne l'ai pas revu pendant pratiquement 10 ans. Je l'ai pratiquement revu le jour où il a eu sa maladie. Donc je lui ai envoyé un mot en disant que je passerai, que je serai à ses côtés et voilà. Et je ne l'ai pas quitté jusqu'à ce qu'il parte. Le bateau pour lui c'était plutôt un moyen de transport qu'un but en soi. Son trip, c'était la rencontre avec des gens. Il n'appréhendait pas les différences. C'est un idéaliste. Et la base de ses voyages, c'était, je pense, aussi de chercher les formes de société, de vivre ensemble, qui sont le contraire de nos sociétés occidentales. C'était un philosophe. Il a toujours cherché les raisons d'être, le pourquoi des choses. Il a toujours cherché pourquoi l'être humain est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu. Et comment il pourrait être différent. Lui, sa vie, il a toujours essayé de faire de sa vie un chef d'œuvre. Mais dans tous les détails, la façon qu'on mange, la décoration sur une table, tout. C'était toujours des petits détails. Tu le vois dans les maisons d'ailleurs, c'est typiquement Gérard. C'était son regard sur la vie. La vie est en soi très belle. Et il faut le rendre belle. Des murs de cette énorme bâtisse du XVIIe siècle, j'avais extirpé des tonnes de pierres afin d'y aménager de nouvelles ouvertures. Je finissais la 18e et dernière ouverture lorsque sur mon échafaudage, soudain, mon pied céda. De retour sur le sol ferme, je constatais que ni l'extension ni la flexion de mon pied gauche ne fonctionnaient plus. Dans cette belle mécanique du corps en action, quelque chose venait de se briser tout à coup. Un mal terrible, installé en moi, exprimait pour la première fois sa présence. Je continuais, insouciant, en boitant, ce dur travail physique auquel mon corps prenait tant de plaisir. Je consultais un neurologue qui diagnostiqua le syndrome du Carleur, une pathologie posturale bénigne, et qui me laissa repartir avec pour tout traitement des prises de vitamine B. Le mal, cependant, évoluait en moi insidieusement.
le pied, la cheville prise, nous partîmes cependant, Ineka, les enfants et moi, pour une semaine au sport d'hiver. La dernière après-midi que nous avions réservée aux promenades, je partis avec Frédéric visiter une petite église des environs. Frédéric s'éloigna vers l'autel, où il resta un instant, debout, figé, dans une étrange absorption des lieux. Le fait d'entrer dans une église nous a vraiment un peu capté, quoi, comme si on se retrouvait là et le message un peu de l'église et puis ce que ça peut rappeler, ça m'a très vite ramené à notre condition un peu. On se retrouve là dans cette église mais c'est pas comme avant, on vient pas visiter cette église comme on le fait toujours parce que tout d'un coup on prenait conscience de la situation et c'est un peu en réaction à ça que disons que ça m'a donné l'occasion le fait d'être dans une église, ça m'a donné l'occasion de, bon, certains le font, moi aussi je vais le faire et je vais prier pour me dire, enfin, moi aussi j'aimerais bien qu'il guérisse donc c'est un peu comme ça que c'est venu, quoi. Je repris le chemin des Beaux-Arts où j'y avais découvert une véritable passion pour le dessin. Inscrit depuis 1 an, vint le jour où je ne pus plus gravir les escaliers montant au cours sans l'aide d'une épaule confraternelle. Je dus envisager l'aide d'une canne, et l'idée même de cet appendice artificiel me fit tout à coup comprendre la réalité du mal qui me gagnait. Je décidai, après des mois d'insouciance, de consulter un autre médecin dans le service de neurologie du CHU de Bordeaux. Le rendez-vous pris, je ne cessai de m'inquiéter et de pressentir pour la première fois une vraie menace pour mon corps tout entier. Ça, je me rappelle la date. On attendait la date. Parce que quelque part, intuitivement, tu sais que c'est pas bien. Et avec les résultats, on est allé chez cette neurologue et elle a regardé les scanners. Elle a donc dit, bon, c'est pas ce que j'espérais que ça se serait. Vous avez une sclérose latérale amyotrophique. Donc, quand elle a dit ça, je savais qu'il n'y a plus de recours. Et Gérard le savait aussi. Après de multiples examens, dont un électromyogramme décisif, la sentence tomba avec 3 lettres ponctuées. S-L-A. Sclérose latérale amyotrophique. Cette sonorité semblable à l'envol d'un papillon et l'explication posée de la jeune neurologue me suspendirent un instant hors du réel, puis, m'y réinstallant, firent monter un flot de larmes silencieuses. Cependant, je m'efforçai de sourire aux lèvres du jeune docteur, comme pour l'innocenter du mal terrible qu'elle venait de me révéler, portant la douleur en mon cœur. Finalement, tu réagis pas. C'est tellement inimaginable. C'est complètement en dehors de tout ton système de pensée, surtout pas Gérard. Quand il y a quelqu'un qui était sain et physiquement mobile et sportif, c'était Gérard. Malgré son âge, on ne le voyait pas. Et donc tu es sonné, tu es complètement sonné. La jeune neurologue me laissa partir avec pour tout traitement le seul et unique médicament censé retarder le processus biologique. Quelle gageure! Pauvre de nous! Dans quel état d'esprit me trouvais-je alors? Je me souviens seulement qu'en sortant du bureau du médecin, je remarquai plusieurs personnes invalides dans le couloir d'attente, plongeai mon regard dans l'une d'elles et en ressentis une gêne intense, mêlée de compassion, comme m'affirmant étranger à jamais à leur situation. Ce long couloir fut interminable à franchir. De retour chez nous, je m'assis sur l'escalier de bois montant aux chambres et me mis à pleurer dans le silence toutes les larmes de mon corps. Frédéric et Anna, apeurés comme de jeunes bêtes sauvages, se replièrent au fond de la pièce et s'effondrèrent en larmes à leur tour. Le ressenti émotionnel de mes 2 enfants me fit peur.
Et je compris en un instant quelle allait être toute mon attitude à venir. La maladie allait prendre mon corps. Elle ne prendrait pas mon esprit. Les enfants savaient, étaient au courant qu'on allait entendre quelque chose de très important par rapport à la santé de leur père. Donc ils étaient curieux, ils étaient dans cette ambiance d'attente. Et on aurait dû dire, dès le début, on était très honnête avec eux. On n'a pas dit, papa, il va mourir dans 1 an, parce que déjà, tu ne sais pas à quelle catégorie il appartient. Mais on les a... Ils étaient petits, hein, c'était jeune. Hein. On les a dit que papa, il ne va pas vivre si longtemps comme nous. Parce qu'il a une maladie très, très, très grave. Donc déjà ça, c'était très difficile pour les enfants. Mais pour nous, c'était un choix aussi d'être toujours très honnête. Ineka et moi avions décidé d'en savoir plus sur cette maladie. Livres, Internet, tout y passait. L'angoisse de l'inconnu nous gagnait. La sclérose latérale amyotrophique avait été décrite pour la première fois par un neurologue français, Jean-Martin Charcot. C'était en 1869. 140 ans déjà. Il est difficile d'identifier une raison à cette maladie. À 90%, elle peut être sporadique, c'est-à-dire capable de surprendre n'importe lequel d'entre nous, et à 10%, elle est héréditaire. Dans mon malheur, survint une lueur de bonheur. Chez moi, elle n'était pas génétique. Mes enfants ne risquaient donc rien. Mais où se trouve le problème ? Les ordres envoyés par le cerveau circulent sous forme d'influx nerveux le long de la moelle épinière, puis grâce aux nerfs, vont jusqu'à chaque muscle de notre corps. Mais tout se passe comme s'il y avait rupture dans cette chaîne de conduction. En fait, c'est ici, dans la moelle épinière, que le blocage se fait. Des cellules nerveuses, appelées aussi motoneurones, responsables des influx nerveux moteurs, se nécrosent et déconnectent progressivement et irrémédiablement les informations partant du cerveau vers chaque muscle. La maladie progresse lentement vers une paralysie totale du corps et une perte de la parole. Pendant toute l'évolution de la maladie, les 5 sens restent intacts. De plus, le malade conserve toutes ses facultés intellectuelles, de sorte qu'il demeure tout à fait lucide tout au long de la progression de la maladie. Il devient alors consciemment prisonnier de son propre corps. Il n'y a aucun traitement permettant de guérir la maladie, et dans la majorité des cas, la mort survient au bout de 2 à 5 ans. Anna, petite fille de 10 ans, secrète, remplie de douceur et de tendresse, composa d'un élan naturel le poème que voici. Les ports, les bateaux, la mer s'écrase contre les rochers et le sable, s'engloutir doucement dans l'eau fraîche. Toi qui l'as fait naître, toi qui l'as fait vivre cette mer, elle te remerciera et tu marcheras. Quand tu nous quitteras, elle sera si seule, si triste. Mais ne t'inquiète pas, on la surveillera, moi, Fredo et Ineka. Devant tant de fraîcheur, tant de beauté, mon attitude désormais fut non le mépris, mais mieux, l'indifférence pour ce mal qui s'était emparé d'une partie de mon corps et ne le lâcherai plus sans l'avoir tout entier. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la mer. Il s'agit pour moi d'un défi où l'amitié et la solidarité se manifesteraient avec la force discrète des gens de mer. Je veux offrir à mon corps inerte le mouvement musclé des vagues océanes pour que tous ceux qui ont perdu la mobilité de leurs membres puisent dans ce challenge des raisons de continuer à se battre. Ce challenge, je l'appellerai le défi le grand. D'abord, retrouver la mer.
Je vais aller piquer aux vagues leurs muscles. On vient bien, je trouve, à ma situation. Et le plaisir tout simple d'être sur un petit voilier. Quand on est en mer, et seule la beauté du lieu, la beauté du temps qui n'a plus trop de sens, nous laisse un peu pensifs. Et ça, j'adore. Bientôt, la jambe droite fut touchée et progressivement prise jusqu'au bassin. Les muscles de mes deux jambes ne pouvaient plus supporter mon corps sans l'aide rigide des béquilles. Mon cartable à l'épaule, ce fut la jambe gauche qui céda la première. Le choc fut moins pénible que la représentation que je me fis de moi-même. La sollicitude et l'amabilité des passants secourables ne m'en furent pas moins douloureuses. Comment se relever quand on ne le peut plus, sinon de l'essayer, encore et encore. Marja, une amie hollandaise et Ineka, très tristement lucide sur l'évolution de la maladie, avait déjà commandé un fauteuil roulant, dissimulé sous le hangar de la grange. Elle pensait que la vue de cet objet me ferait mal. Prévenu, je différai de quelques jours la confrontation. Le fauteuil entra dans la maison pour remplacer les béquilles. Je perdais irrévocablement la verticalité. La nature n'avait pas inventé la roue. Cette invention n'a pas dû lui apparaître bien viable. Les hommes l'ont fait, et dans ce cas, pour contenir la chute et la muer. La chaise roulante, en plus d'être presque une finalité, dans le sens où on n'a plus de jambes, on ne peut plus marcher, maintenant c'est à roulette. Mais c'est vrai que la transition béquille, c'est vraiment la pire, dans le sens où ça nous montre vraiment... déjà rien que l'attitude, ça montre l'handicap automatiquement, ça montre les difficultés qu'on peut avoir à marcher avec ses jambes qui ne répondent plus. Et ouais, ça a vraiment été la période béquille, lentement la période de perte des jambes et la nécessité ensuite pour avancer de prothèse. C'est ça qui a été le plus dur. Mes bras, encore valides et puissants, me permettaient de me déplacer par reptation. Frédéric ou Anna faisant suivre en les soulevant, mes jambes inertes. À l'étage, le tapis africain m'attendait. Quand on était tout petit, à chaque fois avant de dormir, je me rappelle, on voulait à chaque fois donc justement qu'ils nous fassent le tapis africain. Et je crois que c'était sur un vieux tapis ou une vieille couverture. Il y avait papa qui nous tirait et nous menait dans toute la maison comme si on était sur un bateau. Et ma mère qui faisait le crocodile, qui se cachait, qui bondissait sur nous et on était dessus allongés dans la couverture. Et chaque soir, pendant je sais pas combien d'années, il nous l'a fait. Donc c'est vraiment... Je pleurais dans cet absurde renversement des rôles. Et l'Afrique avait à jamais déserté les grands parquets cirés. Donc on a quand même cherché la raison de la cause de cette maladie. Et parce que la cause est inconnue, tu vas te le créer toi-même. Toute la journée était allongée, il ne pouvait pas trop se fatiguer parce que la fatigue musculaire, ça a accéléré le processus. Donc il était là, autour de la piscine, à côté de la piscine, et en train de travailler sur lui-même, toute l'introspection, ou dans mon psychologie, j'ai fait des nœuds qui me procurent cette mal. Donc il y avait aussi la révolte en lui. Comment c'est possible que je peux me punir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé que je me punis avec mes propres morts? C'est pas possible, ce n'est pas possible.
Le mal cependant ne cessait de s'étendre en moi. Les bras bientôt furent saisis de fatigue, puis de faiblesse. Lors d'une séance de dessin aux Beaux-Arts, dans la salle au rez-de-chaussée, la seule accessible à mon fauteuil roulant, je vis pour la première fois mon trait, d'habitude si souple et si sûr, se fissurer, se fracturer, donnant à voir sur l'esquisse même comme l'écriture interne de mon corps. J'aurais tout donné pour garder la souplesse, la sûreté, l'esthétique, la création contenue dans ma main droite, celle aussi du nourrir, du donner, de la caresse. Je n'ai jamais fait le deuil de cette perte. J'entrevis en un instant ce que je redoutais tant, la perte totale de mon autonomie. Le lit médicalisé devint ma place, mon refuge, mon observatoire d'une vie qui se déroulait autour de moi. J'étais dans un autre monde, celui de l'horizontalité, de l'immobilité, de la dépendance. Il y a une logique psychologique de la maladie. Les gens se disent « je suis malade », très gravement malade. Donc, tout un tas de raisonnements et de liberté dans mon esprit ne doivent plus être. Mon esprit doit être aussi. Or ça, c'est faux. Et avec son esprit, on peut gagner une liberté immense. Et si on peut, avec lui, bouger son corps, avec des amis qui prêtent leurs mains et leurs bras, on s'aperçoit que finalement, on peut encore faire plein de choses. Dans mon esprit, le défi Legrand trouve de plus en plus sa forme définitive. Grâce à un voilier adapté à mon handicap, l'équipe naviguera à travers les archipels les plus éloignés du Pacifique Sud, afin de recueillir des informations sur la pharmacopée et les formes traditionnelles de soins. Mais surtout, nous essaierons de rallier l'île de Guam, où un pourcentage anormal de la population développe une forme de SLA, faisant de ce point minuscule sur la Terre un cas unique dans l'expression de la maladie de Charcot. Je n'observais plus sur moi-même l'évolution du mal. Celui-ci, mes mains ne bougeant presque plus, s'était repu à satiété. J'étais double, toujours observateur de moi-même. J'étais libre précisément parce que j'avais réussi à m'extirper du moi subissant. Je vivais ma tragédie comme une expérience, une aventure. La pensée était devenue ma mobilité. Je pouvais alors me transporter en un instant au-delà du gros marronnier, de la piscine, et m'asseoir parmi ma famille et mes amis. Tous mes amis passaient me voir. Jamais aucun d'eux ne changea son regard sur moi. De même, toute ma famille. Il y avait toujours eu du monde chez nous. Cette maison, Ineka et moi l'avions voulu ouverte à tous, ouverte à toutes les lumières, à toutes les musiques, comme pour prolonger le voyage indéfiniment. On ne refaisait pas le monde. Le monde était bien fait sur notre terrasse. Mon indifférence à la maladie, qui n'entamait en rien l'être que je fus et que j'étais, n'était pas feinte. Tous s'étonnaient de ma bonne mine, de la vitalité de mon regard. Je n'étais à leur dire pas malade. Les traits de mon visage montraient la bonne humeur. Je n'avais pas changé. Je suis étonné que les gens me disent que je dégage une force et une vitalité. J'aime la vie, j'aime l'aventure. J'ai toujours aimé essayer d'entrevoir les apparences, trouver notre réalité, comme disait Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. Alors,
Est-ce que c'est cette quête qui transparaît en moi et qui me donne cette force? Je ne sais pas ce qu'elle donne. Je passerai te voir demain. S'il pleut pas. Je ne l'ai jamais vu craquer. Moi, je sais que j'aurais craqué, lui, non, je sais pas. Il a accepté. Parce qu'un jour, je lui ai posé la question, il dit, putain, comment tu peux rester comme ça allongé, sans bouger, t'as pas envie de... Je lui dis non, il me dit, on s'habitue, mais c'est comme ça, Il me dit, il faut être à ma place pour savoir. Bon, je crois qu'il a vu une vie intérieure aussi énorme, je crois qu'il... Mais ça, je ne la connais pas. Mais tant mieux pour lui, parce que tu vois. Moi, je sais que je n'ai pas compris comment elle a pu arriver à tenir comme ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Je sais pas ça. Il m'était aussi très facile de pleurer. Il me suffisait de renoncer à la liberté du double et de réintégrer mon être prisonnier de lui-même, souffrant alors de tout ce qui me séparait de l'autre. L'un était libre et non incarné, l'autre, incarné, n'était que prison. Que ne pouvais-je plus attraper dans ma course, la main de mes enfants, les entraîner à l'aventure? Que ne pouvais-je plus serrer dans mes bras, Inéka, douce et silencieuse? Que ne pouvais-je plus peindre? Il y avait alors une infinitude de regrets pour un être inconsolable. Mon salut, comme je l'avais pressenti et recherché depuis toujours, n'était que dans la liberté. Liberté d'outrance. Fabrique-t-on les ailes de sa liberté comme Icare? Ou est-ce une liberté ailée, insensée et insaisissable, que nous mimons sans cesse, illusionnés? La liberté ou son illusion n'a pas de sens. Elle se vit comme un désir. La liberté, c'est le désir. Le mal, en remontant lentement dans le corps médulaire, avait atteint les cervicales, et plus précisément C4, la vertèbre numéro 4, d'où partent les fibres nerveuses commandant le diaphragme. Ma respiration s'affaiblissait. J'avais du mal à tousser. Une infection pulmonaire se déclara et vint encombrer mes poumons. La nuit s'annonça périlleuse. Je m'étouffais et ressentais dans ma tête monter l'engourdissement d'une étrange chaleur. Il fallait agir vite. Une ambulance fut commandée dans la nuit. Je tombai dans l'inconscience, puis fus immédiatement intubé et amené d'urgence en détresse respiratoire dans le service de réanimation du CHU. Je me réveillai 2 jours plus tard, branché sur un respirateur paramétré sur ma physiologie. J'avais eu de la chance. J'avais survécu. Je vivais donc. Ma vitalité revenant, il fut décidé de me débrancher. Cette libération n'en était pas une. Je ne pouvais plus aspirer l'air dans mes poumons. Je ne manquais pas d'air, je ne pouvais tout simplement plus soulever mon ventre. Mon diaphragme ne fonctionnait plus. Cette sensation terrible n'est comparable à rien. Ce n'est pas une noyade, une asphyxie, c'est une impossibilité. Les longues heures nocturnes furent une expérience d'angoisse, de peur, de souffrance mêlée, rarement imaginée. Je pensais à la mort. Serge puis Odile, 2 praticiens du service de réanimation, se posèrent près de moi et m'apportèrent calmement la solution, une trachéotomie. Je venais de perdre une nouvelle autonomie, celle si naturelle de la respiration. Les plantes respirent, tout le vivant respire. Je respirais donc moi aussi, grâce à une petite machine comprimant la vie, mise au point par les hommes. Quelques semaines plus tard, je me réinstallai dans ma chambre de vitre et de bois, avec désormais à côté de moi
sur une petite table roulante, cette machine au souffle expiratoire, à la fois chaleur et murmure, tel le souffle d'une bête assoupie. À nouveau, les regards sur moi ne changèrent pas. Depuis que je suis malade, je pars tous les jours naviguer. Ça va être un vrai bonheur. De retrouver la mer sous mon corps. Je vais rajeunir. Non, mais surtout, c'est... Au dire des médecins, par exemple, au début, et c'était impensable de faire ce qu'on va faire. J'étais condamné à l'immobilité, non seulement de mon corps, mais de mon lit. Et de transporter mon matelas sur un bateau, ça c'est chouette. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux avec autant de détermination, je le sens. On doit pouvoir trouver la somme nécessaire pour que ce défi puisse se réaliser. Voilà. Donc, cherchons, mobilisons-nous, et je crois que la chose pourra se faire. Gérard pourra prendre la mer comme il le souhaite. Ce soir, cet élan de fraternité, de générosité de la part de chacun des artistes, de tout le public venu si nombreux pour aider le pauvre R que je suis et son équipage dévoué pour repartir chevaucher le grand océan. Pour cela, à tous, du fond du cœur, je vous remercie. Oui. Ça, tu les as? Ouais. T'en as assez? Ouais, on en a 2. Les pansements, j'aimerais t'en donner. Non, mais attends, les pansements, on en a, la chadée, on en a. Ça me rappelle un peu la fébrilité des départs. Et j'adorais ça, préparer un voyage, penser à tout. Les provisions, les choses qu'on oublie toujours et qu'on regrette après en mer. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Je suis immobilisé, mais j'observe cette fébrilité. Elle me fait très plaisir, parce que moi, en regardant mes amis s'affairer, je suis un peu dedans. Eh José, tu pars à l'autre bout du monde là. Eh oh, le grand. Ouais, il dort comme un bébé. Pour l'instant, impeccable. Hein. Évidemment, le seul moment où il y a eu des bosses où ça a secoué, c'était le moment de faire la piqûre. Ça n'a pas raté. Mais bon, il n'a pas grimacé, ça va. Et comme dit Baudelaire, hein, il ça devrait voyager. Ce sont ceux qui partent et qui disent toujours « Allons ».
Oui, j'ai toujours les mêmes désirs. Mon corps me contraint plus que jamais, mais la liberté que j'ai expérimentée en mer me sert aujourd'hui énormément, dans le sens où elle me permet de relativiser toute chose, d'accepter la réalité et de n'être pas amer ni en colère. Je goûte toutes les choses que je peux goûter avec la même intensité, le même émerveillement. Merci, madame. Moi, je trouvais que c'était très, très, très difficile. Parce qu'on était sur un voilier, on était dans les pays qui me faisaient penser à nos propres voyages. Et je le voyais dans un état. Je trouvais que c'était affreux de le voir comme ça. Je me posais les questions, mais qu'est-ce que tu vis quand tu vois quelqu'un qui monte dans le mât? Tu vois, pour moi, ça devait être Gérard. Pour moi, c'était une épreuve d'être cloîtré dans ce bateau. Lui, il laissait son bateau toujours le port, il allait à l'intérieur. Le bateau, ça ne l'intéressait même pas. Le moment où il voyait la terre, il devait aller faire des balades dans les villages, boire un petit thé. Et là, il était... c'est beau, hein, la Nouvelle-Calédonie, c'est idyllique. Mais... à la limite, j'avais vraiment de temps en temps des images, ça... Ta place n'est plus ici. On essaye de marier la vie et la mort, quelque part. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Et voilà le héros du jour, Mimi, qui vient de pêcher un espadon de 2 mètres. Il y avait quelque chose de malsain. Quelque part, on lui donnait l'impression, pour moi, je te dis personnellement, comme il n'allait jamais mourir. Comme il avait les vies éternelles. Et pour moi, la réalité, c'était justement, c'est quelqu'un qui est en train de mourir, là. C'est pas un fait. Ce contraste, pour moi, était très, très difficile à vivre. Je suis peut-être un peu négative, mais j'étais toujours dans cette problématique. Essayer de vivre ce qu'il vivait. C'était dur, puisque je l'ai vu plusieurs fois pleurer, quoi. Notamment quand ses enfants étaient là, quand il les voyait sauter dans l'eau. Mais bon, quelque part, au départ, il le savait. On partait là-bas, c'est lui absolument qui a insisté, moi je voulais pas y aller. Et comme c'est moi qui skippais le bateau, bon, si j'y allais pas, il n'y allait pas, quoi. Parce que ce voyage était quand même hyper dur. Parce que tous les appareils qu'il y avait sur le bateau, les batteries, il fallait récréer tomber en panne. C'était pas simple. C'était vraiment pas simple. Mais j'ai réfléchi un moment avant d'y aller, je voulais pas y aller. Moi, je savais très bien dans quelles conditions ça serait, ce que lui il verrait là-bas. Il a voulu, on y était, on y était. Bon, finalement, il était très content d'y avoir été. Et puis on a visité la Nouvelle-Calédonie, c'est très bien. Hein. Je voulais retrouver la mer, mettre un océan sous mon dos. Alors j'ai retrouvé
un vrai bonheur. Intact, d'être sur la mer. Et je comprends tout à fait que ce que j'espérais sur mon organisme était totalement idéalisé et illusionné. Comme dit Freud, l'illusion est une croyance dérivée de nos désirs. Alors j'étais dans l'illusion. Oh, le retour triomphant. Alors, mon Dieu, quel voyage! Attends, on a pris 15 degrés entre hier et aujourd'hui. Ah non, c'est hallucinant. Hein. Bon, il manque encore le soleil. Hein. Mais bon, il a pris du retard, il arrive. Il y avait une espèce d'ambiance de fête, une euphorie. C'était surréaliste. Ici, le port de Grimard, il y avait une espèce de rêve. Mais loin de la réalité. Très, très, très loin. Et je pense que c'est ça que le côté très, très, très négatif. Parce que qui a porté ça après? C'est nous, les trois qui sont restés ici au port de Grimard, parce que le rêve n'était plus là. Et nous, on a dû faire, et heureusement j'ai pris un psychiatre, j'ai dû refaire toute cette période de maladie dans sa réalité. J'ai dû ouvrir les vannes de la réalité que j'avais fermée pour réaliser le projet. Parce que c'était interdit de pleurer ici, hein? C'était que la fête, hein? On aurait dû prendre dès le début l'aide psychologique pour la famille, pour nous obliger aussi de voir la réalité et de nous livrer aussi émotionnellement à la douleur, le chagrin, le désespoir. Il faut lui donner une place. Hein. Il faut le solutionner, il faut le faire sortir, il faut avoir l'espace pour le faire sortir. Et ni Gérard, ni moi, on s'est rencontrés en ça. Jamais j'ai pleuré devant lui, jamais il a pleuré devant moi. Jamais. Il n'y avait pas cette intimité. C'était nécessaire pour finir la relation, de se dire réellement, bon, au revoir, Inch'Allah, et peut-être il y a un après. Et ça, on n'a jamais pu le faire. Je regagne le pont de mon bateau, écrasé de bonheur et de projets de navigation. La mer ne sera pas assez grande pour les contenir tous. L'ancre levée, les voiles hissées, je mets le cap plein sud, barre sous pilote, et descends m'allonger sur la couchette du carré. Fermant les yeux, je m'assoupis dans le bonheur tout proche de l'engourdissement et du sommeil. Tout me semble si beau, si bien fait, si exaltant. La mer à mes pieds s'étend à l'infini. La décision d'écrire ce livre n'est pas innocente. L'initiative de l'écrire ensemble avec moi était aussi pour m'inviter dans le monde dans lequel il vivait. Parce que ce livre, il a fait le deuil
sur sa vie. C'est pas du tout un livre négatif, c'est pas larmoyante. Et elle est pleine d'espoir finalement. C'était des rares moments finalement qu'on a connus à deux, où on avait encore un projet à deux, de créer un livre ensemble. Bon, bien que tout le contenu c'est à lui, hein, j'ai aucune honneur, mais ça passait quand même par mes mains. J'étais nécessaire dans cette création. Je pense que ce qui nous a laissé le plus, c'est une aventure, quoi, et ouais, un univers bien à lui, et que sur certains bords je partage, donc c'est pour ça que ça me laisse un peu seul, quoi, sans guide un peu. C'est le rôle du père, mais en même temps je m'y confonds beaucoup parfois dans certains points, et c'est vrai que ben là, maintenant, c'est tout seul, quoi. Maintenant, je vais aborder ça avec mes propres sandales et je vais voir ce que ça donne.